première visite d'un président indien en Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee est arrivé aujourd'hui mardi à Abidjan. Signature d'accords bilatéraux et forums économiques entre hommes d'affaires des deux pays sont au menu de ces 48 heures en Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, plus de 419 000 candidats se soumettent aux épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et à l'entrée en 6e sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le centre de transfusion sanguine ne vend plus directement de poches de sang aux parents de malades. La décision est du ministère de la Santé. Ce sont désormais les structures de santé qui s'occupent du transport du sang. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mardi matin. Le président de l'Inde, Shri Pranab Mukherjee, est arrivé ce matin dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. C'est une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de la consolidation de la coopération dans la droite ligne du 3e sommet du Forum Inde-Afrique tenu l'année dernière. La coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire date de 1962, d'où des échanges commerciaux importants entre les deux pays. Ce sont 286 milliards de francs CFA d'échanges qui ont été enregistrés en fin 2013. Le point de la coopération ivoiro-indienne avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte, pour la plupart, des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. En plus de ce soutien financier, l'Inde apporte son assistance dans le domaine de la formation. À ce jour, plus de 500 Ivoiriens ont bénéficié de stages de renforcement de capacités en Inde, sans compter le millier d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités de ce pays. Bilan positif pour cette coopération ivoiro-indienne qui dure depuis 54 ans. Et le meilleur reste à venir, avec la visite officielle qu'effectuera le président indien en Côte d'Ivoire et la volonté affichée par les deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne dans un avenir proche. Vous l'avez vu en image tout à l'heure, le chef de l'État indien est bien arrivé sur le sol ivoirien et vous aurez les différentes étapes de cette visite sur nos antennes. Le chef de l'État ivoirien poursuit sa série de consultations sur le projet de révision constitutionnelle. Il a échangé hier avec les partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le point de la rencontre avec Awa Touré. Après les rencontres successives la semaine dernière avec les partis politiques de l'opposition, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, ainsi que les guides religieux, la société civile et les associations de jeunes et de femmes, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec les partis politiques membres du RHDP, coalition au pouvoir. Le PDCI-RDA, conduit par son secrétaire exécutif Maurice Kakugikawe, le RDR, avec à sa tête son secrétaire général par intérim Amadou Soumaoro, l'UDPCI, représenté par son président Mabri Touakes, le MFA, amené par son président Anzoumana Montaye, et l'UPC, conduit aussi par son président Nyamia Kona.
Tous ces partis membres du RHDP et représentés au plus haut niveau ont marqué leur adhésion au projet de nouvelle constitution proposé par le président de la République qui leur a indiqué au cours de cette rencontre les grandes orientations qui doivent guider les travaux du comité d'experts. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Puis j'ai rencontré les présidents des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter et recueillir les avis, les recommandations pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la Constitution. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000, nous n'avions pas d'institution, puisque la Constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République, et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement, et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution et le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Au terme du processus d'élaboration, le projet de constitution va être soumis à référendum. Un référendum qui devrait être organisé en septembre ou octobre 2016 pour être conforme à la Constitution qui prévoit l'organisation des législatives pour la fin du mois de novembre 2016. Et nous vous proposons des réactions de représentants de partis politiques présents lors de cette rencontre. La Côte d'Ivoire a besoin de rentrer dans cette Troisième République qui doit s'inspirer donc de nos conflits passés, mais aussi prendre acte définitivement de nos points de consensus, notamment dans le cadre des accords de Marcoussis. Et c'est tout cela qui va faire l'objet donc de la proposition écrite que nous ferons parvenir au président de la République. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a des avancées dans ce projet de texte. Nous avons suggéré au chef de l'État de faire en sorte que cette constitution soit consensuelle et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est dispositions conflictuelles et faire en sorte aussi que les accords internationaux soient respectés, notamment les accords de Marcoussis, tout ce qui a été décidé soit pris en compte dans la réforme constitutionnelle. Non, le PDCI soutient la démarche, adhère aux grandes lignes proposées par le président, d'autant plus que suivant l'actualité politique, vous savez très bien que la vice-présidence fait partie des résolutions du dernier congrès du PDCI RDA tenu en octobre 2013. Le Sénat, en 1998, le PDCI l'avait déjà proposé. La modification de l'article 35 pour le PDCI, c'est déjà fait parce qu'à Marcoussis, c'est le seul article qui a été écrit, adopté de façon consensuelle. Donc le PDCI demande qu'on réécrive exactement dans la nouvelle constitution ce qui a été écrit à Marcoussis. Maintenant, le genre féminin, il faut faire la promotion.
l'école obligatoire, c'est important, payer ses impôts, c'est important. Et nous pensons que cette constitution, les idées du président vont amener la Côte d'Ivoire à être un pays démocratique et moderne, où il y a la paix, la démocratie, la séparation des pouvoirs, les libertés publiques. Mais cependant, il y a des grandes idées, mais il y a la façon de les articuler. Donc le PDC a dit qu'il attendait un peu la rédaction, le texte du comité des experts, et il allait donner ses positions définitives. Mais pour l'heure, nous sommes d'accord avec les grandes innovations proposées par le président de la République. Pendant ces échanges, le président nous a fait partager sa vision d'une Côte d'Ivoire qu'il veut moderne, qu'il veut stable, qu'il veut un pays de paix, mais aussi qu'il veut un pays leader. Et nous avons, en ce qui nous concerne, informé le président de nos préoccupations. S'agissant par exemple des postes de vice-président, le président nous a donné sa vision que nous partageons parfaitement parce que ceci permettra naturellement de gérer avec efficacité l'intérim et la vacance du pouvoir. Et puis, deuxièmement, nous avons souscrit au fait que la création de ce poste de vice-présidence ne soit pas incompatible avec le maintien du poste de Premier ministre, puisqu'il s'agira d'organiser, de continuer, de coordonner l'action gouvernementale, le vice-président devant aider le président dans la gestion de la politique de la nation. Donc le RHDP s'est senti honoré et a donné l'assurance au président qu'il le soutiendra et qu'il l'accompagnera dans cette mission salvatrice. Voilà, c'était donc quelques réactions de responsables de partis politiques du RHDP à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État. Les populations des régions du Cavalier et du Guémon ont reçu la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Amadou Gon Coulibaly a invité le peuple à renouer avec les alliances interethniques, gage de cohésion et de développement. Il les a également exhortés à soutenir le chef de l'État à doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution pour une stabilité durable. Mamadou Kouassi. Ils étaient tous là. Cadres des différentes formations politiques, autorités religieuses et coutumières, jeunes, femmes, bref, le peuple dans toute sa composante a fait le déplacement de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ces populations venues des régions du Cavalier et du Guémon pour sceller l'union et la fraternité entre les fils et filles de ces deux régions, mais aussi pour célébrer la nouvelle dynamique de développement. Les 70 bâches installées pour la circonstance ont été insuffisantes pour accueillir les populations, car les fils et filles du Cavalier et du Guémon veulent désormais parler d'une seule voix pour sortir leur région de la pauvreté. Depuis quelques semaines, monsieur le ministre d'État, de nuit comme de jour, tous ces cadres que vous voyez, élus, ministres, cadres de la région se préparent jour et nuit. Nous avons appris à surmonter nos difficultés, malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences de vision. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce que mes frères ont montré que nous sommes un. Témoin de cette dynamique de fraternité d'union naissante, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Pour lui, la présence d'un Sénoufo avec une forte délégation en territoire est signe de réveil de l'alliance interethnique pour le renforcement de la cohésion sociale. Le parrain de cette rencontre a saisi l'occasion de cette visite de travail de fraternité pour inviter les cadres à l'union, avant de rassurer la population de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de tenir toutes ses promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Bientôt, c'est le 16 prochain. Le président de la République tiendra un conseil président sur le secteur routier. Et je suis sûr, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, parce que je n'ai pas autorité pour le faire, vous ne serez pas oubliés. Le président m'a dit de vous dire, vous ne serez pas oubliés à l'occasion de ce programme présidentiel qui vient sur la période 2016-2020. Il a demandé que chaque membre du gouvernement attire l'attention, son attention, celle du Premier ministre et des ministres sectoriels, sur l'état d'avancement de tous les projets qui ont démarré et qu'il a promis, de manière à lui permettre et de permettre au Premier ministre de faire accélérer ce qui retarde. Parce que ce n'est pas toujours qu'à Abidjan, on est informé du fait qu'il y a des lenteurs. Alors je remets la balle dans le camp des ministres qui sont de la région. Il vous appartient également de regarder tout ce qui est en retard pour pouvoir le signaler à Abidjan, de manière à ce que les accélérations nécessaires soient faites. De la prochaine constitution, il en a également été question lors de l'intervention du ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Il est donc
extrêmement important que nous ayons une loi fondamentale qui permettra de garantir la cohésion sociale, qui permettra de rassembler les Ivoiriens, qui permettra de garantir la paix, qui permettra de garantir la stabilité à long terme, qui permettra d'encourager tous les investisseurs nationaux et internationaux à investir pour permettre de créer des emplois pour les jeunes de ce pays. Un socle sur lequel nous pourrons baser la Côte d'Ivoire de demain et pour des générations et des générations, comme la première constitution de Felmoni qui a duré et qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays stable sur une très longue période. C'est l'ambition du président de la République. Et avec vous, politiquement, je pense que nous pouvons relever ce défi. Les chefs coutumiers, les cadres et l'ensemble des populations sont engagés à promouvoir les alliances interethniques pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux régions, longtemps meurtries par les divergences politiques. Le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et l'entrée en 6e ouvre le bal des examens scolaires de l'année académique 2016. Depuis ce matin, plus de 419 000 candidats se soumettent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parga se reconnaît. Centre d'examen du CEPE avenue des Côtes d'Ivoire à Marcory. Il est environ 7h45 minutes. Les surveillants reçoivent les dernières consignes avant le démarrage des épreuves. Malgré la forte pluie, chefs des centres, superviseurs, candidats sont présents. Après vérification de l'enveloppe bien scellée par un élève, le chef des centres procède à son ouverture, suivi de la distribution des épreuves. Il encourage et exhorte les candidats au travail. J'encourage tous les enfants qui bravent même cette pluie et qui aujourd'hui sont assis devant les épreuves. Je crois que leur lendemain dépend d'aujourd'hui. Au groupe scolaire Mputo de Cocody, le constat est le même. Candidats, surveillants, chefs des centres, tous sont présents. Aucun incident majeur n'est déclaré. Nous avons commencé à 8 h la première épreuve. Il faut noter qu'elle se déroule très bien parce que les enfants sont arrivés très tôt. Seulement, nous avons noté l'absence de 2 candidats. Nous espérons que ces candidats-là seront là. Concernant les premières épreuves, les candidats sont confiants. Les enseignants, eux, les trouvent abordables. C'est des choses qu'on a fait en classe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà, pourvu qu'ils lisent silencieusement les consignes, ils vont s'en sortir. Nous composons dans l'exploitation des tests. Je pense que je peux m'en sortir. Ce que le maître m'a montré en classe, c'est ça. J'ai retenu et puis je suis en train de traiter les épreuves. Cette année, 419 591 candidats, dont 186 443 filles, composent dans 4 matières. L'exploitation des textes, l'éveil du milieu, l'orthographe et les mathématiques. À Boaké, ils sont 20 236 à affronter ces épreuves du CEPE et de l'entrée en 6e. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques centres de composition sur les 80 que compte la région de Boaké. Kader Sogodogo. École primaire publique Dar es Salaam 1 de Boaké. Les épreuves du CEPE et de l'entrée en 6e 2016 viennent d'arriver et la sonnerie qui retentit annonce le début des choses sérieuses. Dans la salle chez les candidats, la sérénité est de mise. Je me sens prête. Je pense que tout va bien se passer. J'espère aller au collège l'année prochaine. Je vais passer mon CPE aujourd'hui parce que demain je vais être docteur. Comme chaque année, le début des épreuves est marqué par un cérémonial bien connu. Préfet de région, préfet du département de Boaké pour procéder au lancement de l'entrée en 6e. Beaucoup de courage, chers enfants. Montrez à papa et à maman que vous êtes capables de réussir sans fraude. Dans la région de Boaké, ils sont 20 236 candidats issus de 10 inspections de l'enseignement primaire repartis dans 80 centres d'examen qui espèrent enfiler le pantalon du collégien la rentrée prochaine. À Bouandougou aussi, les élèves en CM2 sont en pleine composition. Mais là-bas, les petits garçons sont privilégiés. Seulement 27% de filles sont scolarisées. Les acteurs du système éducatif sensibilisent donc les parents sur l'importance de la scolarisation de la petite fille. Soro Corona et Kwadio Kwame. La Côte d'Ivoire et ses partenaires déploient de nombreux efforts pour accroître la capacité des établissements scolaires. Des efforts pour donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Efforts souvent infructueux. Le sexe féminin, connu pour être une victime innocente de certaines pratiques révolues.
La non-scolarisation donc de la petite fille est toujours d'actualité dans le pays, hélas. Selon les données de l'UNICEF, de 2010 à 2014, 24,6% des filles accèdent à l'enseignement secondaire contre 33,1% des garçons. À Bouandougou, dans la région du Béré, les pesanteurs culturelles et religieuses, la pauvreté et l'exode rural défavorisent toujours la petite fille en matière de scolarisation. Elles sont choisies pour les tâches ménagères. La fille, c'est elle qui travaille à la maison, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui lave les assiettes, c'est elle qui va chercher les fagots. Il n'y a pas suffisamment de jeunes filles au collège moderne de Bouandougou. Sur 711 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016, on compte seulement 201 filles, soit 27% de l'effectif. Nous les encourageons par des prix, nous les sensibilisons sur les dangers de la grossesse en milieu scolaire. Cette distinction, qui est la récompense de la gente féminine, galvanise les jeunes filles à convaincre les parents à investir dans leur scolarisation. Nous demandons aux parents de ne pas laisser les filles à la maison et de ne pas envoyer seulement que les garçons à l'école, mais aussi les filles. La politique de l'école gratuite, initiée depuis 2011 par le président de la République, fait son petit bonhomme de chemin dans cette localité. Si c'est toi qui devais tout prendre en charge, peut-être tu pouvais ne pas envoyer d'autres à l'école parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'école, ça fait que les parents ont le courage d'envoyer les filles à l'école. La saine émulation entre les filles, la politique de l'école gratuite et obligatoire pourront contribuer à éradiquer ce phénomène qui a trop duré. Fléau qui plombe également l'élan d'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Car ne dit-on pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Dans la ville de Daloa, les jeunes sont de plus en plus nombreux à tenter l'immigration clandestine. Au péril de leur vie, ils essaient l'aventure vers les pays développés de façon illégale. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui de la fondation allemande Friedrich Neumann, sensibilise à ces jeunes sur les risques liés à l'immigration clandestine. Franck Wadio. Revenu au pays après plusieurs années passées à l'étranger, Issouf Balo, la vingtaine révolue, est aujourd'hui chauffeur de taxi dans la ville de Daloa. Je suis parti en Guinée Équatoriale pendant 1 an, 2 ans. Je gagnais plus le boulot pour travailler. Je dormais à la mosquée, j'étais à Bata. Quand j'ai eu une maladie, personne ne s'occupait de moi. Dieu merci, j'ai croisé une femme blanche. Elle s'est occupée de moi, elle a payé mon transport. Maintenant, en 2013, je suis retourné en Gabon. Mais je vois tout ça, c'est un truc, ça fait de temps. L'argent que j'ai gaspillé pour aller là-bas, là, je préfère prendre pour travailler ici. La quête de l'aventure, ils sont nombreux à Daloa, ces jeunes qui tentent l'immigration irrégulière à la recherche d'une vie meilleure. Beaucoup de nos jeunes partent vers la Libye, partent pour immigrer. Ça, c'est un fléau que nous avons observé depuis maintenant près de 6 mois. Moi, je connais un parent qui est venu me voir ici. Son fils a 15 ans. Matin, il s'est levé, il a mis son sac au dos. Il a pris la moto de son papa. Tout le monde pensait qu'il partait à l'école. Alors que dans son sac, il y avait juste sa serviette, son éponge et autres. Et il a vendu la moto, il est parti. Et son téléphone était sur lui. Jusqu'à dans la soirée, le lendemain matin, son papa l'appelait, il ne décrochait pas. Et il a envoyé un message à son papa. Dans le message, il avait écrit « Je sais que vous n'êtes pas fiers de moi, mais je fais ça pour vous. Un jour, vous allez être heureux. Faites des bénédictions pour moi. » Plusieurs raisons expliquent ces départs massifs de jeunes. C'est un effet de mode via les réseaux sociaux, Facebook et autres. Comment est-ce que ça se passe? Le jeune qui a pu, en tout cas, atteindre l'objectif, qui a pu arriver en Italie, une fois en Italie, il va poser auprès des véhicules, il va poser auprès des édifices qui sont bien jolis et il commente et il balance. Automatiquement, ses amis qui sont ici à Daloa, dans les quartiers, quand ils voient ça, ils se disent ben, mon ami a reçu, il faudrait que moi aussi, coûte que coûte, j'arrive là-bas. Il n'y a rien de pire pour une mère ou pour un père de voir son fils chômer. Voilà pourquoi des mères financent, je veux dire, le trajet de la mort à leurs enfants. Voilà pourquoi des personnalités religieuses donnent leur bénédiction à des enfants pour qu'ils prennent le chemin du désert de la mer.
Pour freiner l'hémorragie, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec la fondation allemande Friedrich Neumann, initie une campagne de sensibilisation. Des rencontres donc avec les jeunes, autorités municipales, préfectorales, religieuses, mais également une projection de films pour parler des dangers liés à l'immigration clandestine. Il y a aujourd'hui certains Ivoiriens qui sont détenus en Libye. L'État fait des efforts pour essayer d'obtenir leur libération. Mais en ce qui concerne ces personnes, j'ai été très surpris de constater qu'il y a beaucoup de jeunes de Daloa. Donc il était important de revenir remonter cette information afin que les communautés religieuses, les parents puissent nous aider à davantage atteindre le cœur des jeunes en procédant à une sensibilisation. On ne les décourage pas de bouger. On est dans une société où les gens bougent, mais il faut utiliser les voies légales pour pouvoir partir et ne pas risquer sa vie bêtement pour un Eldorado imaginé, supposé. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, mène des actions pour faciliter le retour des Ivoiriens en situation irrégulière hors du territoire. L'on compte à ce jour plus de 800 Ivoiriens retournés au pays. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, la campagne est organisée sur le thème « Le sang, un lien universel ». Elle vise à remercier les donneurs de sang et met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. Ici en Côte d'Ivoire, se procurer une ou des poches de sang a toujours relevé de la responsabilité des parents de malades. Ce ne sera plus le cas désormais. Selon une décision du ministère de la Santé, il n'est plus possible d'acheter directement des poches de sang. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine nous explique les nouvelles dispositions dans ce reportage signé Ami Sissoko. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, finit les bousculades pour obtenir du sang. Il n'est plus question pour les parents de malades de s'approvisionner directement en sang et produits sanguins au CNTS. Maintenant, c'est le sang qui vient vers le malade. Cette tâche incombe aux structures de santé qui se chargent du transport du sang et des produits sanguins. Ce changement intervient après les arrêtés 195 et 196 du 20 octobre 2015 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les hôpitaux faisaient venir les parents de malades dans les services de transfusion pour récupérer le liquide précieux afin de transfuser les patients dans les formations sanitaires. Et le ministère de la Santé ayant constaté que cette façon de faire, qui n'est pas la meilleure façon, qui n'est même pas la bonne façon de faire, devrait être, n'est-ce pas, arrêtée, afin d'amener les établissements de soins à avoir en leur sein des banques de sang. Au début, la mesure a eu du mal à être comprise. Les débuts ont été difficiles. Les formations sanitaires avaient des difficultés à l'appliquer. Nous avons donc pris notre bâton de pèlerin afin de communiquer, afin de sillonner les formations sanitaires pour leur expliquer, n'est-ce pas, le bien fondé de cet arrêté-là. Aujourd'hui, c'est pratiquement chose faite sur l'ensemble du territoire, parce que le sang a une conservation très difficile. Le sang se conserve entre 2 et 6 degrés. Et donc, si vous conservez votre unité, votre produit sanguin dans un réfrigérateur qui n'a pas de thermomètre, dans ces cas-là, le sang devient très dangereux. Se promener avec du sang sorti du Centre national de transfusion sanguine, une époque révolue. Cet homme, par exemple, a connu cette expérience. C'est ici que j'ai appris ça, que je ne dois plus aller là-bas. Ils m'ont dit, mais j'ai insisté. Moi-même, j'étais parti. Quand j'ai présenté le bon, ils m'ont dit de revenir ici. Que c'est au niveau du CHU ici. C'est nous qui formulons les demandes et puis le CNTS nous apporte les poches. En cas d'urgence, c'est l'ambulance qui se déplace pour aller chercher la poche de sang. Très bientôt, les parents de malades ne vont plus venir chercher les poches de sang. C'est le personnel de soins qui doit venir chercher les poches de sang. Le Centre national de transfusion sanguine est le seul établissement agréé à distribuer le sang dans les services de santé publique comme privés. Il a donc un droit de regard sur la gestion des stocks livrés aux hôpitaux.
Le sang n'est pas vendu, il est cédé à un coût forfaitaire fixé par l'État. C'est une contribution de la population aux frais de production de la poche de sang. Dans les CHR, hôpitaux généraux, formation sanitaire, le sang est à 2000 francs CFA, poche adulte et 1000 francs pour enfants. Dans les CHU et hôpitaux confessionnels, il est à 5500 francs pour les adultes et 3000 francs pour les enfants. Dans les cliniques, 12 500 francs pour enfants et 25 000 francs pour adultes. Dans l'actualité judiciaire, la reprise du procès de Simone Gbagbo aux assises d'Abidjan a été repoussée lundi d'une semaine pour permettre à la défense de prendre connaissance des 300 nouvelles pièces du dossier. C'est à la demande de la défense que la Cour accorde ce délai pour permettre au conseil de l'accusé de prendre connaissance des pièces que le parquet général leur a transmises. L'audience va donc reprendre le lundi 20 juin prochain. Sur le territoire guinéen, un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie d'Ebola et un employé du ministère de la Santé sont accusés d'avoir subtilisé 529 millions de francs guinéens, soit un peu plus de 39 millions de francs CFA. Cette somme était destinée à former les tradipraticiens sur les dangers liés à Ebola. En octobre 2015, la Fédération des guérisseurs traditionnels a porté plainte. Aucune formation ne leur a été dispensée. Un commandant de police et son épouse ont été tués hier soir à leur domicile à l'ouest de Paris, en France. L'assaillant, qui s'est revendiqué du groupe État islamique, a été abattu par la police. Une enquête antiterroriste a aussitôt été ouverte. Voilà, merci à tous de rester avec nous sur RTI 1 et puis bonne chance à tous les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e qui composent aujourd'hui.